Bienvenue chez Les Transformateurs, un podcast créé et produit par l'hôpital. Professionnels de santé, entrepreneurs, designers, auteurs, nos invités ont des profils divers, mais la volonté commune d'impulser des dynamiques innovantes au sein de notre système de santé. Écoutez-les parler de leurs projets inspirants et partez à la rencontre du système de santé de demain au travers de leur voix. Aujourd'hui, l'hôte de cet épisode des Transformateurs est Aude Niadanu, fondatrice de l'hôpital. Elle reçoit Alice de Maximi, fondatrice de la start-up Ashkind et du collectif Femmes de Santé. Experte en communication en santé publique, Alice se bat aujourd'hui pour que l'expertise des femmes dans la santé soit reconnue et que leur voix soit portée à égalité avec celle des hommes. Je suis Alice de Maximi, j'ai 46 ans, j'ai 3 enfants, je suis une ancienne actrice de santé publique. Et j'ai créé une start-up, Ashkind, pour Humankind, qui a créé le collectif Femmes de Santé. Un collectif dont on entend beaucoup parler, que ce soit sur les réseaux sociaux, dans les événements de santé. Est-ce que tu peux nous raconter très rapidement en quoi consiste Femmes de Santé ? Alors, Femmes de Santé, c'est plus de 2000 membres, 2150 à peu près, et près de 500 expertes qui sont prêtes à intervenir sur les plateaux télé, radio ou dans les colloques, pour partager leur expertise en santé, pour que plus jamais on reçoive une info de la part d'organisateurs de colloques qui nous disent « Ah, mais on n'a pas trouvé de femmes qui avaient cette expertise-là pour parler sur scène ». Femmes de Santé, c'est un collectif, c'est-à-dire que ça fonctionne exactement comme une association, avec un comité d'organisation qui décide de toutes les orientations stratégiques, et on demande l'avis de tous les membres du collectif, mais ce n'est pas une asso. Il est porté juridiquement, financièrement par la start-up Ashkind, c'est-à-dire que on reçoit pas de dons, on ne demande pas de subventions et donc on n'est pas en compétition avec toutes les associations qui sont membres du collectif. Alors les missions du collectif, on a 2 grosses missions. La première mission, c'est de valoriser l'expertise des femmes dans le secteur professionnel de la santé et de les aider à porter leurs projets de santé. Et la deuxième mission, c'est par les synergies, les partenariats qui se créent grâce à Femmes de Santé, de remettre un peu d'humain dans ce secteur et de favoriser une innovation, on va dire, positive. Alors nous, dans les Transformateurs, on est très intéressés par les parcours des personnes pour essayer de comprendre comment elles en sont arrivées à des projets transformants. Et donc ça m'intéresse beaucoup qu'on retrace un peu son parcours, qui d'ailleurs est très riche, très original, pour que les auditeurs, auditrices puissent peut-être s'identifier, voir des choses qui vont les résonner pour eux et qui vont leur donner envie aussi de se lancer peut-être dans des projets. Donc si on reprend un peu le début de ta vie pro et les choix que tu as pu faire dans ton parcours, par quoi tu as commencé ? Ouais, alors d'abord, j'ai fait des études de biologie moléculaire et après, je suis partie faire du marketing. Donc ça, c'était à l'époque, pas très fréquent. Je dois dire que j'ai eu des formations exemplaires dans les 2, donc j'ai été formée par les meilleurs, je pense, on va le dire comme ça. Et après, je suis partie faire du conseil dans le domaine des biotech et de la pharma, comme toute jeune diplômée qui a une double formation. Je faisais du conseil en stratégie et en création d'entreprise, d'ailleurs. Ce qui est étonnant, d'ailleurs, puisque je n'avais absolument aucune expérience de création d'entreprise. Et puis ensuite, je suis partie à l'INPES, l'Institut national de prévention et d'éducation pour la santé, parce que j'ai l'intérêt général dans les veines. Ma mère est magistrate et elle croit vraiment que les pouvoirs publics ont un rôle majeur pour aider les autres. L'INPES, maintenant, c'est Santé publique France. Exactement. Ça a fusionné avec l'Institut de veille sanitaire pour former Santé publique France. Et c'était l'époque où on faisait de la vraie... Alors non, c'est un lapsus révélateur. On faisait des grandes campagnes de prévention, sida, tabac, alcool. Et moi, j'ai eu la chance de coordonner 3 programmes de santé de prévention et d'en faire leur communication. Accident de la vie courante, 20 000 morts par an, dans lequel il y avait le bien vieillir des personnes âgées, qui est maintenant un programme à part entière. Santé-environnement qu'on a monté, puisqu'à l'époque, il n'y avait rien sur la santé environnementale. Et enfin, les urgences sanitaires majeures que j'ai montées. Et on a installé les gestes barrières à l'époque. Et je me suis fait traiter d'hygiéniste du 19e siècle quand je les ai installés. Mais bon, finalement, comme quoi, on a bien travaillé. Alors, t'allais dire, on faisait de la vraie prévention. Maintenant, on n'en fait plus ? Alors écoute, si on en fait, mais la prévention par les pouvoirs publics, elle est moins coordonnée quand même, on va le dire comme ça.
À l'époque, à l'INPES, on avait des grands programmes nationaux qui étaient déployés en région et on travaillait de façon interministérielle, mais avec les associations, pas un mais, et avec les associations, avec les patients, avec les aidants. Et en fait, on faisait de la démocratie sanitaire avant l'heure. Et c'est vrai que là, on n'arrive plus à avoir une vision claire de ce qui se fait au niveau national et il y a beaucoup de trous dans la raquette. Et ces trous dans la raquette, ils sont pris en charge par le secteur privé, que ce soit le secteur privé à but lucratif ou que ce soit le secteur privé à but non lucratif. Et moi, je pense qu'il ne faut pas cloisonner la prévention comme il ne faut pas cloisonner la santé et je rêve d'un institut, donc de revenir à l'INPES, mais d'en faire un institut qui soit avec plusieurs statuts à l'intérieur, c'est-à-dire qu'on puisse accueillir le privé, le public, qu'il soit le privé à but lucratif ou non. Donc en gros, je le fais court, des mutuelles, des labos, des associations de patients, des grosses associations de malades, de droits, des usagers, mais aussi les pouvoirs publics, tout ça dans une institution qui a comme mission de restaurer, ou en tout cas de coordonner la prévention en santé, parce que sans prévention, on n'y arrivera pas de toute façon. Oui, et puis un peu de réactualiser les messages. C'est vrai que moi, j'ai travaillé sur une mission ministérielle sur la promotion de la santé auprès des jeunes, et les retours qu'on a eu des jeunes qu'on a interviewés étaient quand même assez inquiétants, puisque ils nous disaient que les messages qu'ils recevaient étaient rares et incompris et inadaptés. Par exemple, 5 fruits et légumes par jour, le message qui est quand même extrêmement connu, qu'ils nous ont tous remonté, mais en fait, ils le comprenaient pas. Parce qu'ils me disaient, entre 5 grains de raisin et 5 pastèques, qu'est-ce que je dois faire, en fait? Et donc, finalement, les messages, certains datent un peu, certains sont pas compréhensibles, et en plus, sont pas franchement adaptés aux références culturelles des jeunes aujourd'hui, en fait, et sont pas réactualisés assez souvent. Alors, c'est vrai que en fait 5 fruits et légumes par jour, qui est vraiment un message mais qui est hyper vieux, avait une mission qui était en gros de remettre les légumes sur la table, d'une part, et c'est vrai que on en parlait, c'est les 5 fruits et légumes par jour, c'est quoi, 5 portions, on sait pas trop, mais déjà c'était de remettre cette diversification plutôt de l'alimentation sur la table. Et c'est resté. Et je sais qu'il y a eu d'autres campagnes, mais elles sont passées complètement inaperçues. Il y a eu la méthode, ce qu'ils appelaient la méthode des petits pas à un moment, qui était sortie, mais qui demeure inconnue. Et c'est vrai que j'apparente ça un peu à l'âge d'or de l'INPES. Cet âge d'or, il est resté et il est incrusté dans la prévention. Et on voit pas ce qui a été fait après. Alors on le voit peut-être moins parce que à l'époque, c'était l'époque des campagnes publicitaires à la télé, et maintenant, tout le monde est sur la toile. Mais il y a des sites de référence sur les sujets, et en fait, ces sites de référence, quand on tape dans le moteur de recherche, c'est pas eux qui ressortent en premier. Ouais, ils sont pas assez visibles. Ouais. Nous, on s'en est rendu compte aussi dans la mission. On s'est dit, mais il y a plein de contenus. Il y a des contenus aussi qui sont hyper bien rédigés. Par exemple, je pense sur la santé sexuelle à plusieurs sites du planning familial ou d'autres acteurs, pas forcément Santé publique France, même si eux aussi ont des contenus intéressants, mais personne ne les a lus, personne ne les a vus. Et donc, il y a des sujets aussi de les rendre plus visibles. Oui, mais de moderniser les pratiques aussi en termes de prévention et d'éducation pour la santé. Ouais, bon, j'avoue, c'est tentant d'en parler longtemps parce que c'est un sujet qui m'intéresse beaucoup, mais le but, c'est de voir un peu ton parcours et de parler de HK, de femmes de santé. Donc, après ton passage donc, à Santé publique France, je vais prendre ce terme pour que les auditeurs et auditrices puissent plus facilement nous suivre. T'as fait un passage à l'ARS Île-de-France. Est-ce que tu nous en parlais rapidement? Déjà, permettre à tous et à toutes de comprendre ce que c'est que l'ARS, parce que c'est un peu une nébuleuse. Alors, on met du temps à comprendre ce que c'est. Moi, ça fait 5 ans que je bosse dans la santé, et je pense que j'en ai mis 1 ou 2 à juste comprendre le rôle de l'ARS. Et puis, rapidement, un peu nous expliquer tes missions, ta vision de cette institution. Alors l'ARS, c'est l'agence régionale de santé. Moi j'étais à l'Île-de-France et une ARS en gros c'est un mini ministère de la santé en région. Il faut vraiment le voir comme ça, qui a des orientations de la part du ministère de la santé, mais c'est vraiment l'ARS qui pilote toute la santé en région. Et elle pilote quoi? Elle va de l'organisation des soins du secteur hospitalier, de l'ouverture ou de la fermeture de services hospitaliers pour que ce soit plus opérationnel à l'échelle du territoire et qui est par exemple plus de services d'urgence en cardiologie, donc la cardiologie interventionnelle, et moins de plateaux de chirurgie cardiaque pour que les équipes soient plus performantes, fassent plus de recherches et que les chirurgiens opèrent plus souvent.
Et c'est aussi en lien avec les besoins du territoire. Bien sûr, tout est en lien avec les besoins du territoire. Donc ça, c'est le côté un peu je réorganise, je suis un peu censeur, etc. Il y a aussi la sécurité des patients en secteur hospitalier. Donc on peut, non, j'y suis plus. Donc une ARS peut être amenée à fermer un service parce que la sécurité du patient n'est pas respectée. Un monte-charge, un monte-patient pour aller en salle d'opération en urgence, s'il fonctionne pas à l'hôpital, va plus faire d'opération tant que ce système de montée du patient pour être opéré en urgence ne fonctionne pas. Par exemple, ça peut être quelque chose comme ça. Mais il y a aussi d'autres choses. L'ARS a une mission de prévention. Elle a une mission aussi de gestion de l'urgence sanitaire au niveau local. Et puis, enfin, la qualité de l'eau du robinet, c'est l'ARS qui coordonne. Et moi, j'ai assisté à des réunions de crise avec les ingénieurs sanitaires parce que ils avaient identifié dans les tests de l'eau, dans les sources, des polluants. Et donc, il y a tout un système où non seulement ils ferment les vannes le temps que la pollution s'arrête, ils diluent, ils font ouvrir d'autres sources, etc. pour que finalement l'eau qui arrive n'ait plus de contaminants. Et puis surtout, quand il faut fermer, Quand l'eau du robinet est impropre à la consommation, elle est impropre. Et ça, c'est une décision qui est prise facilement, contrairement à ce qu'on peut croire. Et la distribution des bouteilles est organisée. Donc l'ARS, c'est ça. Et donc toi, ton rôle, c'était à la communication. À quoi ça ressemblait ton quotidien ? Je travaillais beaucoup. Alors, comme j'étais en Ile-de-France et que les ARS se créaient, et puis j'ai eu la chance de travailler avec Claude Évin, en tant qu'actrice de santé publique, c'était le ministre qui avait fait passer la loi anti-tabac et anti-alcool, donc plus de publicité dans les journaux tabac et alcool, et puis interdiction de fumer dans les lieux publics. Donc c'était une loi de prévention qui était une loi juste, donc ça m'a beaucoup plu de travailler avec lui. En fait, quand on réorganise tout un système comme ça, puisque les ARS se créent, on prend des coups, et on prend des coups au niveau national quand on est sur l'Île-de-France, parce que ça représente, je sais plus, 20 millions de personnes, donc ça remonte tout de suite au niveau national. Donc c'était beaucoup de gestion d'urgence, de crise d'opinion. Et on avait aussi des missions plus de fond, mais on avait moins de temps pour les faire, et ça c'était compliqué. Et puis il y avait aussi le fait que l'ARS se réorganisait, il y avait 1300 salariés à l'ARS qui venaient d'horizons différentes et qu'il fallait créer toute la communication interne et toute la cohésion interne autour de ce qu'était l'ARS, et ça c'était pas une mince affaire non plus. Donc on avait plusieurs casquettes en fait. Donc et puis on accompagnait aussi la prévention, comme peut-être que vous les voyez encore, les affichettes qu'il y a dans les piscines publiques de la région pour que les gens se lavent avant d'aller dans l'eau, parce qu'on avait des épidémies, voilà, donc bref, c'était très varié. En tout cas, tu as gardé un peu cette volonté de communiquer, de créer de la cohésion, parce que ça se retrouve dans tes activités aujourd'hui. Alors je sais qu'après, tu as eu un passage d'expatriation à Dubaï, où tu as fait de l'enseignement, donc là, vraiment un peu un grand écart. Est-ce que tu veux nous raconter un peu en 2 mots cette expérience ? Oui, alors je suis allée à Dubaï pour des raisons familiales. Je voyais passer les enfants, puis mon ex-mari avait eu un super poste là-bas. Et en fait, on a... au bout de 2 mois, je m'ennuyais ferme. Et même si je rêvais d'être une femme au foyer, en fait, je ne le suis pas du tout. C'est pas du tout mon truc. Et je suis allée voir l'école de mes enfants, parce qu'il fallait quand même être présente pour les enfants, parce qu'il n'y a pas de système de garde opérationnel quand les enfants ont des devoirs, etc. Et je leur ai dit, trouvez-moi un job. Ils m'ont dit, qu'est-ce que vous voulez que je vous donne avec votre CV? J'ai dit, n'importe quoi. Je suis prête à apprendre. Elle m'a dit, très bien, assistante maternelle, non rémunérée, pendant 3 semaines, 1 semaine dans chacune des classes, petites, moyennes et grandes sections. Et en fait, à la fin de mon petit stage où j'ai découvert le monde de l'enfant, le monde merveilleux de ces petits qui sont des vraies petites personnes avec des besoins, des sentiments, des modes de réflexion, bref, des humains quoi, qu'on oublie parfois, et on oublie de tenir compte de leurs ressentis. Et puis la maîtresse de grande section était enceinte, elle a accouché plus tôt que prévu, et je me suis retrouvée avec une classe en tant qu'enseignante cette fois. 3 mois, 3 derniers mois de l'année, il fallait que j'emmène ces élèves au CP avec tout le début de l'apprentissage, en tout cas des premières bases de la lecture et le fait de savoir bien compter aussi. Et donc du coup, heureusement pour moi, ma belle-mère avait eu les palmes académiques, et tous les soirs, 1 heure de Skype pour préparer le lendemain et pour faire un bilan de la journée. Donc j'ai eu la chance d'avoir une formation accélérée, je pense, par l'une des meilleures profs qui existent. Et qu'est-ce que tu en as gardé ? Un amour dingue pour l'enseignement. Dingue. Et pour les mondes des enfants et de l'adolescent, parce qu'après je suis devenue prof de sciences intégrées au collège français international.
un profond respect pour les petites personnes. Et aujourd'hui, ça se retrouve un petit peu aussi quand même dans tes activités, puisque Femmes de Santé a aussi une dimension de formation. Oui, c'est vrai. En fait, Femmes de Santé, mon principe, c'est de créer un écosystème qui n'existe pas, positif, autour de la santé. Donc il y a plusieurs volets à cet écosystème, et l'un d'entre eux, c'est de permettre aux femmes de santé de travailler en valorisant leur expertise. Et une des façons de travailler en valorisant son expertise, c'est d'enseigner. Et en fait, on crée des formations en fonction des demandes des établissements, des grands groupes de santé, sur mesure, ou alors on en a créé certaines, dont une d'ailleurs sur les remarques sexistes, et qui sont enseignées, en tout cas créées avec nous, mais enseignées par des femmes de santé, membres du collectif. Donc moi, j'essaye de faire travailler les membres du collectif. Et toi, t'enseignes un peu encore ou pas ? Alors moi, mon domaine d'expertise, c'est plutôt, tu l'auras compris, la communication en santé. Pour l'instant, j'ai pas eu de demande et j'ai pas fait d'offre pour moi, comme toujours, hein, tu sais, on passe toujours en dernier. Moi, ça commence à sérieusement me manquer. Et l'autre jour, mais tu vois, il y a 3 jours ou 4 jours, je me disais, les élèves me manquent, j'aimerais bien retourner faire peut-être en complément d'un lycée ou d'un collège qui a des problèmes en SVT et qui manque de profs, tu vois, prendre une classe... tu vois, à raison de 3 heures par semaine, je le ferais bien, ouais, ça me manque vachement. Ouais, t'es pas encore assez occupée à gérer Femmes de Santé, HKN, tout ça ? Non, tu vois, jamais assez. C'est peut-être un sujet aussi, hein, pour les femmes un peu trop hyperactives qui veulent être partout à la fois. Oui, c'est un vrai sujet, il faut savoir se protéger, et je suis seulement en train de l'apprendre. Et parfois un peu à mes dépens d'ailleurs. Ça pourrait être quelque chose d'intéressant à intégrer dans le collectif, peut-être aussi. Oui, t'as raison. Et d'ailleurs, on a un nombre incalculable de professionnels spécialisés justement dans le management de carrière et le management des émotions et le fait aussi de savoir s'arrêter quand il faut. Ouais, ça serait peut-être intéressant. Ouais, ça serait super bien. une nouvelle piste de formation. Parce que je pense qu'on a tellement appris en tant que femme à soutenir les autres, à faire passer les besoins des autres avant, que parfois on s'épuise et on n'est pas capable de s'en rendre compte toute seule, quoi. Oui, c'est ça. Alors moi, j'ai la chance aussi de devoir de temps en temps m'arrêter puisque j'ai 3 enfants, donc ça me force à m'occuper d'eux. Parfois, ça dérape un peu. Mais moi, j'ai aussi monté HKN parce que je voulais décloisonner le personnel du professionnel. C'est-à-dire que je veux que ma fille, si elle a envie de venir me dire bonjour au boulot, même si on est milieu de la journée, elle puisse venir. Et que ça pose aucun problème. Qu'elle puisse dire bonjour à mes collaborateurs, si je suis en réunion de travail avec eux, qu'elle passe derrière moi, comme on est tous en visioconférence, qu'elle puisse dire bonjour à mes collaborateurs sans que ce soit un problème pour les collaborateurs. Et inversement d'ailleurs. Donc ça, c'était un de tes objectifs d'entrepreneur, en fait. Ah ouais. Bon, alors, j'accélère un petit peu dans ton parcours parce que on a maintenant hyper envie de parler de HKN. Ouais. Donc, du coup, passage par l'ARS, passage à Dubaï, t'es passé par la Commission européenne. Tu veux en dire 2 mots, vraiment 2 mots, parce que ça m'a servi pour Femmes de Santé. La Commission européenne, pour y rentrer, il faut passer une sélection. La sélection, elle nous apprend une méthode de gestion de projet qui est très particulière. Et cette méthode de gestion de projet, je m'en sers tous les jours dans Femmes de Santé. Et puis, ça m'a permis aussi, la Commission européenne, de me rendre compte que mon besoin de création d'HKN était vraiment essentiel. Mais alors, ta gestion de projet, là, t'as un petit tips à garder pour moi, pour mes auditeurs, auditrices ? Ouais. Un des points, donc, il parle beaucoup du cycle du projet, hein, donc, si vous allez en ligne, vous allez voir, hein, c'est vraiment, mais c'est un document de 300 pages qu'on doit se palucher quand même, hein, et puis le test est en anglais, enfin bref. Et ils ont une méthode, pour passer à la sélection, mais je l'avais pas employée là-bas, mais je l'ai mise en application sur Femmes de Santé, d'identification des problèmes et de faire en miroir des micro-solutions. Et ça, c'est une dynamique qu'on fait jamais et qu'on a créée pour Femmes de Santé et qui marche ultra bien parce que finalement, ça rend simple quelque chose qui était initialement complexe. Ça demande juste un peu d'énergie pour aller regarder en face les vrais problèmes qui sont responsables d'un vrai enjeu problématique, etc. Mais c'est toujours dû à plein de petites choses. C'est un peu comme quand on a un accident finalement. On a un accident parce qu'il y a toujours plusieurs facteurs qui interviennent et qui font qu'il y a un gros accident. Là, c'est toujours comme ça. Et en fait, si on ne va pas regarder ces micro-facteurs et qu'on ne va pas trouver des solutions en miroir à ces micro-facteurs, on va se planter une nouvelle fois.
Donc en fait, on décompose un gros problème en petits problèmes et on cherche des petites solutions pour chacun de ces petits problèmes. Ça me parle beaucoup. Ça, c'est la méthode cognition. En fait. Finalement, chez l'hôpital, ça fait un peu partie de notre méthode. Vous allez interviewer les gens, comprendre tous les petits problèmes sur leur parcours. Ah bah ouais, voilà. Et d'essayer d'avoir aussi des petites solutions. Le titre L'hôpital était aussi pour dire, en fait, on peut avoir des petites solutions qui vont ajouter les unes aux autres, avoir un gros impact. Bon, de toute façon, on se rejoint sur beaucoup de choses, Alice. Oui, mais ça depuis toujours. Depuis si longtemps, ouais. D'ailleurs, c'est pas trop tôt qu'on fasse ce podcast, hein, parce que ça fait 4-5 ans qu'on se connaît. Bah oui, c'est ça, exactement. Et donc tu disais que ça t'a poussé aussi à créer Ashkind. Oui. Alors là, on rentre dans le vif du sujet de ton aventure entrepreneuriale. Oui, c'est ça. Alors en plus, c'est une aventure qui est pleine de rebondissements. Donc Ashkind, ça typiquement, le nom de cette société, personne ne le comprend. C'est typiquement quand tu arrives dans le monde des startups, tu veux un nom un peu anglophone, tu vois. Enfin, voilà. Et c'était pour Humankind. Donc, et on avait enlevé le UMAN de human, et on avait mis Hkind parce que H pouvait être pour health, pour human, et kind pouvait être pour kindness. Donc tu vois, c'était vachement pensé. En fait, personne n'a jamais trouvé le truc. Donc comme quoi c'était, et c'est la communicante qui dit ça, finalement un mauvais nom. Voilà. Bon, je vais pas le changer maintenant, puisque maintenant ça devient une structure qui porte les choses. Mais voilà. Et puis l'objectif d'Ashkind, c'était de permettre à tous. Alors, faut juste se resituer. On est avant Covid. Tous patients, aidants, professionnels, acteurs de santé, personnes venant du labo pharma ou personnes venant d'un CHU, bref, à tous, de partager les solutions de santé qu'il a mis en place pour plus de synergie et pour que des partenariats se créent. Parce que j'étais persuadée, et je reste persuadée, que le problème de la santé, un des gros problèmes qu'il y a, et un des micro-problèmes, c'est qu'il n'y a pas de partage et qu'on n'est jamais au courant de rien. Et qu'on n'est jamais au courant de rien parce que en même temps, il y a trop d'infos, mais qu'elle n'est pas organisée. Et donc, j'ai inventé un système d'application qui permettait le partage des initiatives de santé entre tous, ciblé, organisé, simple, gratuit. Court, tout dans la main. Et puis, j'ai lancé cette application qui est un programme pédagogique avec une école qui s'appelle Ethique, qui est une école de digital de Montreuil. On a travaillé 6 mois avec les élèves dessus. On l'a sortie à Sant'Expo d'ailleurs, le jour même, à 6h30. L'application n'était pas en ligne et on démarrait Sant'Expo à 9h. Je vous raconte pas la nuit blanche. Puis on l'a sortie, et puis j'ai démarré Ashkind comme ça en n'ayant absolument aucune idée de mon business model. Je savais qu'il fallait que ce soit gratuit parce que c'était moi, actrice de santé publique, et parce que c'était ce que je voulais, parce que c'était ce que les autres voulaient, parce que ça aussi c'est un biais dont il va falloir parler. Il faut arrêter de croire que la santé c'est gratuit, parce que c'est pas gratuit, et c'est un coût colossal. Donc voilà. Donc ça c'était Ashkind. Et comment ça marchait alors ? Alors ça marchait comment ? En fait, t'arrivais sur l'application, tu disais je veux déposer un projet, tu déposais ton projet en moins de 3 minutes, c'était le principe, et c'était un contenu très court, et derrière il y avait 3 algorithmes de matching qui permettaient à celui qui regardait l'appli de voir remonter en premier le projet ou l'initiative de santé qui l'intéressait dans ses centres d'intérêt. Et après, si le projet m'intéressait vraiment, je pouvais aller sur une autre page où c'était un peu plus détaillé, et surtout, je pouvais appuyer sur un bouton, ça ouvrait mon WhatsApp directement au numéro de téléphone de la personne, et je pouvais lui envoyer un message. Je pouvais faire la même chose avec un mail ou la même chose via LinkedIn en fait. Donc c'était hyper simple, parce qu'on n'arrivait jamais à contacter directement le porteur d'un projet. On contactait d'abord l'institution, le service com, etc., mais jamais le porteur du projet directement. Et là, on tombait directement sur le porteur du projet. Donc à l'époque, avant Covid, imagine, c'était hyper novateur. Mais peut-être que c'était presque trop novateur quelque part, mais j'ai eu des early adopters, et puis surtout, on a eu une vraie communauté qui s'est créée, on a eu plus de je sais plus, 550 ou 600 projets déposés, donc c'est énorme, si tu veux, ça a vraiment fonctionné. Donc, et en faisant Ashkind, je me suis rendu compte que les initiatives portées par des femmes étaient pas mises en avant. J'étais allée à l'enregistrement d'un podcast, encore un, et la personne qui était interviewée avait expliqué que parmi les 1000 personnes les plus médiatisées en France, 18% et moins même étaient des femmes. Et je me suis dit, mais moi je vais, tu vois, des Émirats, je me suis dit, mais qu'est-ce que c'est que ce pays ? Je me suis dit, c'est pas possible, je suis pas chez moi en fait, qu'est-ce qui se passe ? Et j'ai eu l'idée de juste de les mettre en avant, et la même école est venue m'appeler au même moment en me disant, t'as pas un projet tech for good pour nous ? Je dis, j'ai un projet tech for good, mais il est pas tech, et ils m'ont dit, on te le rend tech for good.
Et en fait, on a décidé avec les élèves de créer un site internet. Donc, c'était des élèves de 2e année. Donc, voilà, pour eux, ça les faisait coder. De mise en lumière de femmes qui portaient des initiatives utiles de santé. Et tu es d'ailleurs l'une des femmes que j'ai interrogées à l'époque. Et merci d'avoir joué. Première promotion. Oui, merci d'avoir joué le jeu. Tu es l'une des 13 femmes de santé. Alors, ces 13 femmes de santé, les premières, tu l'as vécu, c'était à la maison, sur mon canapé de salon, avec les 5 élèves. Mais ça rendait hyper bien. Mais oui, ça rendait hyper bien. Ils ont fait un super boulot. On peut faire du bricolage, entre guillemets, avoir des beaux rendus. C'est ça, exactement. Ça, c'est important, je trouve, de le rappeler, parce que, tu sais, le podcast qu'on a là, il est vraiment aussi pour pousser les gens à passer à l'action. Et je trouve que de rappeler les débuts des projets, de leur montrer, en fait, avec quoi on est parti, c'est intéressant. Et toi, de se dire, t'es parti avec un groupe d'étudiants, 3 caméras et ton salon, ça permet quand même de lancer un projet comme les 13 femmes de santé que maintenant on voit tous les ans à Santé Expo, etc. C'est ça, exactement. Et puis là où j'ai eu de la chance, c'est qu'il y a eu des femmes comme toi qui ont accepté de jouer le jeu et d'être mises en lumière par des élèves et par moi, alors que moi, c'était trop sympa comme truc. Oui, c'est vrai que c'était sympa. Et puis moi, alors la petite anecdote, c'est que je leur faisais des plats de pâtes à midi pour qu'ils bouffent à la maison. Donc tu vois, je m'étais transformée en maman en même temps. Et puis il y a Orange Healthcare qui nous a proposé, Emmanuel Pierga, qui était dire comme d'Orange Healthcare à l'époque, qui nous a proposé de nous prêter une salle qui avait vue sur l'Opéra de Paris et qui avait des écrans incrustés dans les murs. On s'est dit avec les élèves qu'on allait faire une expo audiovisuelle. Et là, 115 femmes sont venues et j'ai annoncé que je crée un collectif parce que j'aurais jamais eu l'idée de créer un réseau féminin si j'avais pas vécu dans un environnement comme les Émirats où il y a énormément de clubs de femmes en fait. J'aurais pas eu l'idée. C'est une vision très... Les Émirats, il y a un côté très anglo-saxon. C'est un ancien protectorat britannique. Et c'est très anglo-saxon comme vision de créer des clubs genrés comme ça. Et je me serais jamais autorisée à un truc pareil. Et en fait, les membres du comité nous ont rejoints, du comité d'organisation, puis quelques femmes, puis un peu plus. Puis il a fallu définir ce qu'on voulait faire. Puis il a fallu créer un questionnaire. Donc j'en profite, Rentrer et être une femme de santé, c'est pas compliqué. Il faut pas avoir le syndrome de l'imposteur, parce que beaucoup de femmes me disent qu'elles n'osent pas, elles nous contactent avant. Non. www.femme avec un S de santé sans accent.fr, le tout attaché bien sûr. En haut à droite, rejoignez-nous, vous remplissez le questionnaire. Si vous travaillez dans la santé, si vous partagez nos valeurs, vous serez membre du collectif sans aucun souci. Il n'y a pas d'enjeu. C'est pas problématique d'être une femme de santé. Au contraire, venez nous rejoindre. Et puis, ça a grandi. Là, on prend 10% par mois en moyenne, ce qui est beaucoup. Et à un moment, on avait beaucoup de femmes qui étaient toutes en train de partager sur un réseau social. Et puis, elles nous ont dit, votre réseau social, on n'en peut plus, c'est le bordel. Donc, je vais pas le citer, mais ça suffisait plus. Donc, on a créé avec elles une plateforme dédiée où elles peuvent partager leurs initiatives, se présenter leurs soft skills, monter des partenariats, etc. Nous demander des choses, mettre en lumière leurs initiatives aussi, leurs news, leurs événements. Et elles s'entraident comme ça sur leur réseau privé, qu'on a voulu privé parce qu'il y a elles se livrent un peu quand même dans leur présentation. Et on voulait protéger aussi ça. On est entre personnes qui partageons les mêmes valeurs. Et ça aide à être plus nous-mêmes. Et c'est une sorte de caution. Et elles viennent aussi parce qu'elles savent que si elles rentrent dans le collectif Femmes de Santé, nous, on aura regardé leur candidature avant, et donc elles ont une espèce de confiance en nous, dont on espère qu'elle est méritée, pour rentrer dans cette plateforme d'échange et de partage. Et puis il y a d'autres choses que nous faisons. On a 3 volets parce que là, en fait, quand on parle comme ça, c'est la start-up qui porte tout. On a dû pivoter notre activité parce que on pouvait plus faire les deux. On avait les femmes de santé qui montaient, Ashkine qui était toujours là. On vendait la solution Ashkine en mode privatisé, donc on avait un business model enfin. Et là, Femmes de Santé prenait tellement d'ampleur que ça nous prenait 3/4 de notre temps. On n'arrivait plus à tout gérer. Il a fallu faire un choix. Le choix, je l'ai soumis à l'équipe en fait. Et toute l'équipe, de façon unanime, a choisi de prendre Femmes de Santé plutôt qu'Ashkine. Et donc petit à petit, on a laissé Ashkine continuer tout seul, mais sans le promouvoir, etc. Et on a centré notre activité sur Femmes de Santé parce qu'en fait, les membres du collectif, qui peuvent être aussi des hommes, à partir du moment où ils partagent nos valeurs, partagent leurs initiatives exactement comme Ashkine, sauf qu'ils le font pas de la même façon que celle que j'avais imaginée moi avec mon système hyper organisé. C'est pas la même façon. Et je pense que ça fonctionne mieux parce que il y a des valeurs partagées et une volonté de faire avancer la santé vraiment qui est partagée. C'est pour ça que ça fonctionne. Alors, de toute façon, la base d'une communauté, c'est des valeurs partagées et c'est un objectif partagé. C'est vrai, mais ça, en fait, je pense qu'une communauté, quand tu essayes de la faire de manière intentionnelle, tu ne la réussis pas, en fait.
Je pense que tu l'as fait parce que tu as les mêmes valeurs et que tu les partages et que les gens y adhèrent aussi. Les gens se rassemblent un peu naturellement finalement autour d'un concept, autour d'une idée qui leur parle. C'est exactement Nous, ça. On a constaté la même chose avec la communauté, l'hôpital. Bon, d'ailleurs, je pense qu'il y a pas mal de personnes qui sont dans les deux. Exactement. Dans Femmes de Santé et l'hôpital, parce qu'on a des valeurs assez proches. Très proches. Ça, c'est clair. Et c'est vrai que nous, la communauté, on l'a créée, on l'a matérialisée en ligne parce qu'elle existait déjà, en fait. Parce que entre les créatons, les participants qui continuent à rester en lien, les after-work, les événements, et en fait, les gens étaient déjà dans une communauté qui était hyper informelle, et on a voulu qu'il y ait un espace pour qu'ils puissent se parler tout le temps. Ouais, c'est ça. Alors nous, on a mis l'espace dès le début, mais on n'avait pas fait d'effort sur l'espace. Et là, c'est parce qu'elles nous l'ont demandé. Et en revanche, moi je pense que maintenant, nous on veut se déployer, tu vois. On veut aller dans les régions, on veut aller voir tout le monde, on veut qu'il y ait des groupes qui se créent, etc. Ouais, donc c'est l'étape d'après. On a cette autre étape qui est très importante, qui est de construire cet écosystème dont je te parlais positif. Alors maintenant, il est très clair maintenant. Qu'est-ce qu'on fait ? On fait 3 choses. On fait des événements où on se rencontre toutes, ça c'est clair, c'est le collectif. On a cette plateforme d'échange et d'entraide et on valorise l'expertise des femmes, on les aide et on va créer un système où on va encore plus les accompagner dans leur création ou leur développement de projets, à la fois financièrement et à la fois humainement. Donc ça c'est vraiment ce qu'on est en train d'essayer de mettre en place avec des partenaires. Donc tu vois, cette espèce d'institut de prévention dont je te parlais qui est plurisectoriel, etc. Je veux faire exactement la même chose dans la santé, portée justement par le collectif. Et de l'autre côté, je voudrais que les femmes de santé, moi, les faire travailler, et puis elles, qu'elles y gagnent aussi. Et il y aura plusieurs volets là-dessus. Le premier, c'est cette formation, et puis évidemment les études et le conseil, puisque j'ai un vivier de personnes qui savent faire, et que nous, on a aussi toute une série de femmes à qui on pourrait demander leur avis, qui pourraient construire des choses avec nous, et donc on est un point d'entrée pour pouvoir faire toutes ces études et tous ces conseils, et notamment des groupes de travail sur des gros enjeux de santé demandés par des grands groupes qui pourraient nous demander de travailler là-dessus. Évidemment, les états généraux qui viennent chaque année, et dont les états généraux qui vont arriver là, qui sont sur la santé de la femme, et qu'on est en train de construire avec cette fameuse méthode en miroir qu'on aime tant, où on gère les petits problèmes, et on regarde les petits problèmes, et on regarde les petites solutions qui peuvent aider. Et puis le dernier point, donc tu vois, il y a vraiment le premier point, les aider dans leurs projets, les valoriser, etc. Le deuxième, c'est faire travailler les femmes de santé en formation, en conseil, en études. Et le dernier volet, c'est que moi, je veux créer une structure où les femmes de santé peuvent rentrer dans le capital d'Ashkind, qui porte le collectif. Et donc, en fait, je sais pas trop comment la faire, mais c'est ça le principe, c'est de dire, on est tout ensemble dans cette économie. C'est un peu positive. du crowdfunding. Ouais, mais ça serait pas du crowdfunding parce qu'elles seraient finalement, elles auraient des parts, tu vois. C'est presque ça, je pense, en crowdfunding, non ? Alors, je suis en train de me renseigner Ouais. en fait, tu vois, pour voir comment je peux le faire. Et surtout, le principe, c'est que ce soit que les nouvelles arrivantes puissent aussi demander à rentrer et que ce soit un peu évolutif. Et c'est ça qui est compliqué parce que tu dois t'arrêter à un temps T, dire j'ouvre un peu de part de ma boîte si je voulais rentrer. Puis t'es obligé de refermer et de réouvrir. Tu peux pas être dans un système évolutif et c'est compliqué. Donc en fait, on est en train d'essayer de trouver un montage financier. Et tu vois, il y aura vraiment ces 3 volets. Nous, on les aide en essayant de créer des fonds, hein, on va le dire comme ça. On les fait travailler, on travaille avec elles, donc chacune y gagne. Et les derniers, c'est que quand ce projet sera une vraie économie positive, on va dire foisonnante, fleurissante et tout ce que tu veux, tout le monde aura des parts dedans indirectement et donc tout le monde y gagnera. Qui finalement ressemble un peu à un système qui serait plus ou moins public, en tout cas qui est très participatif et citoyen. Donc tu reboucles un peu avec finalement la vocation que t'évoquais de vraiment avoir un rôle positif et engagé et avec un impact sociétal fort. Ah oui, mais de toute façon, je crois que si j'ai pas ça, ça vaut pas le coup de... Être entrepreneur, c'est difficile, hein. C'est quand même, on peut le dire, beaucoup de montagnes à franchir, beaucoup de cours d'eau dans lesquels il faut plonger. Enfin, c'est compliqué. Et si t'as pas, en tout cas moi, un moteur, et le mien, c'est celui-là, celui que tu viens d'exposer, t'y arriveras pas. Bah oui. Faut avoir la foi, quoi. Ouais, la foi, en tout cas en ton projet, ça c'est sûr, et en l'homme, je pense, et en la femme, bien sûr. C'est ça. Ouais, je pense qu'il faut sentir que tu es entouré des bonnes personnes et que tu aides aussi
Une communauté qui te parle, quoi. C'est ça, c'est ça. Je suis d'accord avec toi. Et puis je suis fière. Parfois je me demande pourquoi je porte cette communauté moi et pas une autre, mais en fait comme on m'a dit, mais oui, mais c'est toi qui l'as créée. Ah oui, c'est vrai, tu vois, voilà. Et je suis fière de tout ce que font ces femmes. Et puis là, on a bientôt la révélation des 13. Et t'en étais une, tu le sais, mais elles sont... Chaque année, je me dis, est-ce qu'on va trouver aussi bien que l'année dernière ? Eh ben oui, chaque année, elles sont toujours aussi bien. Et je suis toujours aussi fière. Et je suis toujours aussi émue de voir le film de révélation. Ouais, bon, on a hâte de voir les prochaines, alors. Ah oui, moi aussi. J'ai hâte de vous les montrer. Bon, bah merci Alice pour ce témoignage hyper riche. On va terminer avec les 2 questions qu'on retrouve dans chaque épisode. La première, c'est quelle est ta devise ? Est-ce que tu as une phrase qui te motive, qui te parle et que tu as envie de partager ? J'ai une devise familiale qui est lourde à porter, c'est trembler peut-être, reculer jamais. Et je pensais pas l'avoir, mais en fait je l'ai, cheville au corps. Et j'aimerais bien de temps en temps en changer, parce qu'on peut trembler parfois, avoir envie de reculer, et il n'y a pas de honte. Tu connais cette chanson, j'aime les gens qui doutent, mais qui parfois trop écoutent. Non. J'aime les gens qui doutent, et qui font le choix parfois de reculer. Et j'aime l'imperfection chez les gens. Et donc, une devise comme ça, c'est porteur, mais de temps en temps, il faut savoir, en tout cas, se poser, à défaut de reculer. Et puis, ta deuxième question, c'était ? Je ne te l'ai pas encore posée. C'est pour ça que je ne me rappelais pas. Ma deuxième question, c'est, à ton avis, qui est la prochaine personne que nous devrions inviter ? Qui sont les transformateurs et les transformatrices qui t'inspirent ? Oui, c'est Christine Levesque, qui est chirurgienne gynéco, et qui a co-créé un centre qui est spécialisé dans la douleur pelvienne chronique, et qui opère évidemment de ses patientes, mais surtout qui tient compte de la globalité de leur vie, d'une part, et de leur douleur, d'autre part, avant toute opération, après toute opération et pendant toute opération. Et des professionnels de santé comme ça, il en faut plein, parce que je crois que c'est l'avenir de la médecine. Ok, bah c'est bien noté. Merci beaucoup Alice. J'en profite pour souligner aussi que tu lances un podcast avec Femmes de Santé, qui peut venir en complément un peu d'une autre et qui peut intéresser aussi nos auditeurs et auditrices. Oui, ça s'appelle Les Expertes de la Santé et ça dure 5 à 10 minutes. Et c'est, tu sais, ce moment qu'on a tout à un moment dans notre vie professionnelle où tu sais que tu as été super bonne et que tu as changé la donne. Et on l'a toutes vécu à un moment. Et donc, je demande justement aux expertes de la santé de nous partager ce moment où leur expertise a été vraiment utile et a eu des conséquences positives et a fait que ce soir-là, quand elle est rentrée à la maison, elle était fière d'elle. Génial. Bon bah du coup, je vous invite vraiment à le découvrir. Et je te remercie encore Alice d'avoir pris le temps de nous partager ton parcours qui est vraiment hyper intéressant et impressionnant. Moi j'étais ravie d'avoir cet échange avec toi et surtout de le partager plus largement parce que tu es vraiment une personnalité que je trouve très inspirante, très solaire et que je pense que écouter ce podcast, ça donnera un petit peu de rayon de soleil dans les oreilles de celles et ceux qui l'écouteront. Écoute, moi je te remercie aussi et je te retourne le compliment. Merci beaucoup Alice. Merci d'avoir écouté cet épisode. Peut-être qu'il a résonné avec vos convictions ou vous a donné des ailes pour concrétiser vos idées. En tout cas, vous n'êtes pas seul. Nous sommes des centaines à vouloir transformer notre système de santé. Et nous avons créé un espace en ligne pour échanger et pour nous entraider. Pour nous rejoindre, rendez-vous sur notre site l'hôpital.care, lowpital.care, rubrique communauté. Et pour nous aider à faire connaître le podcast, parlez-en autour de vous, mettez-nous 5 étoiles et abonnez-vous sur les plateformes de votre choix. Ça nous aiderait énormément. Merci et à bientôt pour le prochain épisode.